bonjour et merci d'être là. Une fois de plus, depuis le début de cette négociation, aujourd'hui, pour vous annoncer une bonne nouvelle, la FIC a conclu hier, samedi, une entente de principe avec le gouvernement du Québec pour l'amélioration des conditions de travail des 58 000 membres de la Fédération. La détermination et la patience de la Fédération et de ses membres a permis d'arriver à des gains importants et remarquables pour les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes que nous représentons et qui travaillent dans le réseau public de santé. Je dois d'abord aussi remercier la population qui nous a appuyés depuis le début, qui a compris nos revendications. Remercier aussi des organisations par centaines et des organismes qui nous ont aussi appuyés dans notre lutte. Je dois aussi saluer l'implication de Mme Courchaine qui, par sa sensibilité pour le travail que nous faisons dans le réseau public de santé, sa contribution a permis grandement d'arriver à l'entente de principe d'aujourd'hui. Tout d'abord, des gains importants parlant du chevauchement dans notre jargon de professionnels. Alors, c'est cette période où, entre les quarts de travail, nous devons, pour la relève et quand on arrive, donner les informations cliniques concernant les patients, le groupe de patients dont nous avions soin et que l'autre va prendre en soin aussi. Et jusqu'à maintenant, ce chevauchement n'était pas rémunéré. Maintenant, pour la majorité des membres, la grande majorité des membres de la Fédération, ce chevauchement est reconnu et sera dorénavant rémunéré. Ce que ça veut dire, par exemple, pour une infirmière travaillant à temps complet, ça veut dire une augmentation de 3,4 % annuellement. Pour celles qui ne travaillent pas, où il y a 24/7, donc plusieurs quarts de travail, elles auront aussi un 2 % pour du temps travaillé qu'elles font autrement que par le chevauchement. Donc, autant pour les infirmières auxiliaires, les infirmières et les inhalothérapeutes qui ne sont pas visés par cette entente, elles auront aussi un 2 %. Vous le savez, c'était important pour nous d'arriver à des mesures structurantes dans cette négociation. Je commencerai par la main-d'œuvre indépendante. Pour la Fédération, vous le savez, depuis des mois, on mène une lutte pour contrer cette main-d'œuvre indépendante de nos réseaux de santé. C'était impératif pour nous qu'on obtienne des gains et des engagements clairs de la part du gouvernement. Nous avons convenu avec le gouvernement, premièrement, d'atteindre une cible nationale de réduction de 40 % du taux d'utilisation de la main-d'œuvre indépendante pour les catégories professionnelles que nous représentons. L'évolution de ce taux d'utilisation de la main-d'œuvre indépendante sera suivie de près par nous et le gouvernement, et il y aura des indicateurs régionaux aussi. Enfin, le gouvernement s'est engagé clairement à mettre fin à l'expansion de l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante des agences privées de placement. Ces mesures sont non seulement une victoire pour les membres de la Fédération, mais aussi pour la population du Québec. Autre sujet, l'aménagement du temps de travail. Tout au long de la négociation, la Fédération s'est butée à plusieurs refus de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux quant aux différents projets d'aménagement du temps de travail que nous avons proposés. Ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais on a tout de même réussi à négocier des paramètres nationaux qui vont permettre au niveau local de pouvoir avoir différents projets d'aménagement du temps de travail. Les professionnels en soins, par exemple sur le quart de nuit, pourront se prévaloir de la semaine de 4 jours. D'autres percées importantes. La rémunération des heures supplémentaires pour les infirmières cliniciennes après leur journée normale de travail ou leur semaine normale de travail pour celles qui travaillent par l'endroit où c'est ouvert 24 heures, 7 jours semaine. Autre percée importante, une plus grande accessibilité au titre d'emploi d'infirmières auxiliaires chefs d'équipe. Une majoration significative des primes de soir, de nuit et de soins critiques, en plus d'une progression dans l'augmentation du nombre de postes de 5 à 7 jours par 2 semaines. Vous le voyez, après plusieurs mois de discussions difficiles avec le gouvernement du Québec, la Fédération est heureuse de cette entente négociée. Nous avons toujours été convaincus
que notre lutte était juste et nécessaire, la diversité des professionnels que nous représentons, la ténacité de ces milliers de femmes aura servi de levier extraordinaire pour parvenir à une entente satisfaisante. Les prochaines étapes, nous avons convoqué dès ce matin un conseil fédéral extraordinaire les 18 et 19 novembre prochains à Montréal pour présenter cette entente dans le détail à nos délégués et elles auront les matières sectorielles et intersectorielles. Par la suite, cette entente sera présentée aux 58 000 membres de la Fédération et elles auront à le faire par vote référendaire, nous indiquer leur adhésion à cette entente de principe. Je vous remercie infiniment. Passer à la période des questions, donc les médias francophones. Michel Lamarche de la Radio-Canada. Dites-moi, le ministre de la Santé disait ce matin que les négociations s'étaient passées dans le plus grand des respects. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas eu de grève. Qu'est-ce que vous pensez de son analyse de la situation? Dans le grand respect, et écoutez, vous savez que nous sommes contre la sous-traitance. Mais dans ce cas-ci, pour notre négociation, nous sommes heureuses que le ministre de la Santé ait sous-contracté à sa collègue du Conseil du Trésor parce que c'est ce qui a permis de travailler dans le respect et d'arriver à cette entente de principe. Parce que ça a été difficile avec M. Bolduc. Ça a été très, très difficile jusqu'à ce que Mme Courchesne, en septembre, nous dise que elle veut arriver à une entente et elle a démontré, elle a tenu parole dans toutes les étapes depuis le mois de septembre. Est-ce que vous attribueriez le fait que la présidente du Conseil du Trésor est une femme et qu'elle avait une oreille plus attentive que le ministre de la Santé qui est un homme pour comprendre votre situation? Non, je pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. Quand je parle de la sensibilité de Mme Courchesne, c'est parce que dès la première rencontre en septembre, elle nous a dit connaître les conditions de travail difficiles, qu'elle voulait les reconnaître, qu'elle voulait valoriser les professionnels en soins. Elle voulait qu'à la fin de cette négociation, qu'on puisse, dans les prochaines années, vraiment sentir son empreinte de reconnaissance du travail que nous faisons. Oui, mais en même temps, c'est quand même extraordinaire que ça bloque pendant des mois, qu'il suffit d'une nomination, puis que tout d'un coup, ça débloque. C'est formidable. C'est formidable. Vraiment. Mais encore. Vraiment. C'est formidable. Mais écoutez, vous voyez, quand on dit depuis tout l'hiver dernier, on a dit que ça prend une volonté politique pour régler cette négociation-ci, parce que nous étions convaincus de ce que nous demandons, de ce que nous mettions sur la table comme solution dans le réseau public de santé. Elle a voulu nous croire. Elle a voulu avancer avec nous et dans cette recherche de solutions. Donc, elle avait la volonté politique de régler. Dernière précision, quant à moi. Donc, est-ce que je dois déduire que le 3,45 qui est donné aux infirmières inclut le 2 d'augmentation qui est donné aux autres? Non, c'est que, vous savez, il y a différentes missions dans notre réseau de santé. Alors, pour toutes celles qui travaillent, par exemple, dans les hôpitaux, donc où il y a 3 quarts de travail et c'est ouvert 7 jours sur 7. Pour toutes celles-là, elles auront droit à ce chevauchement qui équivaut à une augmentation de 3,45 Pour celles, par exemple, qui sont dans d'autres secteurs, par exemple, qui travaillent en CLSC 2 jours uniquement, où il n'y a pas de changement de quart de travail, elles auront droit à un 2 Les infirmières auxiliaires aussi auront droit à ce 2 Est-ce que ça vient s'ajouter à ce que l'ensemble des autres secteurs ont obtenu comme augmentation? Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc, globalement, ça monte à combien? Eh bien, globalement, c'est parce qu'il faudrait le faire année après année, parce que, comme vous le savez, dans la progression des échelles de salaire négociées en juin dernier, dont nous étions partie prenante, la première année, 1,5, donc il faut ajouter ça. Et dès 2011, ce 2 sera atteint pour celles qui n'ont pas droit au chevauchement des quarts de travail. Jean-Sébastien Courtier. Louis-Philippe Ouimet, la télévision de Radio-Canada, je sais un peu. Au niveau du chevauchement, exactement, ce que ça veut dire, c'est que les frais le travail administratif oui. sera en fait rémunéré. C'est un de vos chevals de bataille. C'est un point très important avec ça. Oui. Je vous le dis avec émotion, moi, ça fait 30 ans que je suis infirmière. Ça fait 30 ans qu'on est frustré de cette situation où on ne reconnaît pas ce travail obligatoire que nous devons faire de la transmission des informations cliniques. Finalement, il va être reconnu. Le travail administratif. Tout à fait. C'est pas du travail administratif, c'est du travail de transmission des données cliniques. C'est important. Par exemple, si j'avais 12 patients durant la journée, au moment de quitter à la fin de la journée, je dois dire à ma collègue, voilà l'état des patients les plus critiques, voilà ceux qui sont instables. C'est pas du travail administratif, c'est du travail de transmission d'informations cliniques pour la suivante qui va prendre en charge ce groupe de patients. Et ça va être payé. Tout à fait. Finalement.
Et la main-d'œuvre indépendante, pouvez-vous me décrire un peu c'est quoi la main-d'œuvre indépendante? Parce qu'on le sait à nos téléspectateurs, diminution, de réduction de 40 de la main-d'œuvre indépendante. Ça... Alors, la main-d'œuvre indépendante, on parle des agences privées qui vont louer du personnel ou fournir du personnel pour beaucoup plus cher au réseau public de santé. Alors, pour tous les effets pervers que ça a, y compris pour les citoyennes et citoyens où ça leur coûte plus cher par leurs impôts, c'était vraiment une lutte qu'on voulait mener durant cette négociation. Donc, avec le gouvernement, nous, la Fédération et le gouvernement, au niveau national, nous allons surveiller cette diminution de la main-d'œuvre indépendante. Le gouvernement a écrit aussi noir sur blanc qu'il s'engageait à mettre fin à l'expansion des agences, ça c'est important. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on est convaincus que, en plus des indicateurs régionaux, donc on est convaincus qu'on va pouvoir, sur un certain nombre d'années, réduire de façon significative cette main-d'œuvre indépendante. Ce que ça sous-tend aussi, c'est que pour les infirmières auxiliaires et les infirmières où on a encore un haut taux de temps partiel, elles vont pouvoir, au niveau local, graduellement augmenter le nombre de jours de travail fixe par 14 jours. Ça aussi, on y tenait. Convention collective, donc, est-ce qu'elle va débuter à partir du moment où l'Assemblée générale va entériner? Et sur 5 ans? Donc, on ne vous revoit pas avant 2015. Même si on aura, si nos membres acceptent cette entente de principe, il reste encore des luttes à mener dans le réseau de la santé. Tout n'est pas réglé, malheureusement. Alors, il y a le Conseil fédéral, donc les délégués qui vont se prononcer sur l'entente et ensuite, il faut la présenter aux membres dans les différents établissements partout au Québec qui, elles, devront, par vote référendaire, s'exprimer par rapport à l'entente. Pour une durée de 5 ans? Oui. OK, mais ça ne sera pas rétroactif au fait que les autres syndicats ont signé en juin? Nous, dans plusieurs clauses que nous avons, qui est dans l'entente de principe, ça débute, par exemple, à la fin du décret, donc qui se terminait le 31 mars. Donc, il y a plusieurs clauses qui débutent au 1er avril 2010. OK. Madame Laurent, à quel moment ça sera présenté aux membres? On va regarder, on va d'abord rencontrer nos délégués parce que vous savez, on les rencontre la semaine prochaine, le jeudi et vendredi, et on va évaluer avec toute l'équipe de la négociation quel est le meilleur moment parce qu'il faut prendre le temps de produire les documents pour que les membres puissent vraiment se prononcer avec quelque chose de tangible dans les mains. Donc, on n'a pas... On va l'évaluer. On n'a pas décidé encore, vraiment. Non. Entre hier soir et aujourd'hui. Ça pourrait être assez long. Ça pourrait, parce que nous, on souhaiterait vraiment prendre le temps que les gens retournent dans les établissements, qu'on ait le temps de produire les documents corrects et que les membres puissent prendre le temps d'en prendre connaissance avant de se prononcer par vote référendaire. Ça va pour les médias francophones. Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que la convention va être acceptée une fois qu'on vote le 19? Il faut attendre... Non, il faut attendre que les membres, les 58 000 membres, chacune dans leur milieu de travail, se prononcent par vote référendaire et à ce moment-là, nous pourrons dire que l'entente est acceptée. Et je voulais juste savoir aussi, est-ce que vous avez dû faire beaucoup de compromis pour en arriver là ou est-ce que vous avez quand même assez contents de la situation? Oui, on est contente, mais c'est de la négociation et on a dû faire des compromis. Et je vous dirais que ce qui nous fait mal au cœur au comité de négociation, à la coordination et à l'exécutif, ce qui nous fait mal au cœur, c'est que nous sommes encore convaincus que notre projet de 4 jours pour tout le monde, c'est celui qui était le plus grand porteur d'espoir. Malheureusement, on s'est buté au ministère de la Santé et aux employeurs. Alors, si j'ai un message à lancer à M. Bolduc aujourd'hui, c'est que lui a des messages, il y a des directives à passer auprès des employeurs pour que localement, on puisse vraiment faire le travail sur lequel on s'est entendu.